Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, on revient avec vous sur les déclarations hier soir devant la presse d'Emmanuel Macron au sujet de l'Ukraine. Le président de la République a assuré privilégier des armes, je cite, plus utiles et plus rapide que des avions de combat dans l'aide militaire à l'Ukraine. Une première réaction aux demandes formulées par Volodymyr Zelensky mercredi et jeudi lors de sa tournée européenne. C'est une fin de non-recevoir claire. Non, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la position et les propos du président de la République française, comme d'ailleurs dans la plupart des positions qu'on observe en Occident. Pourquoi ? Parce que la grande peur et la grande crainte des Occidentaux, c'est effectivement de devenir des co-belligérants et de voir ce conflit s'étendre et comme une métastase avec un front qui pourrait s'étendre à d'autres pays d'Europe centrale. Je pense à la Pologne, je pense aux pays baltes. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, mais surtout Sergueï Lavrov et d'autres, portent cette voie-là. Donc ils ont très peur que tout ça dégénère d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont un vocabulaire et une position qui est une position qui permet d'attendre. C'est-à-dire qu'ils réaffirment, et c'est ce qu'ils ont fait hier et avant-hier soir, leur ferme soutien au président Zelensky, au peuple ukrainien, en disant que de toute manière, ils iront jusqu'au bout dans ce soutien contre Poutine, mais sans déterminer de but de guerre, puisque nous ne sommes pas en guerre, et les Français ne sont pas en guerre. Très souvent, j'entends dire, mais quels sont pourquoi il ne dit pas ce qu'on veut ? Mais il ne dit pas ce qu'on veut parce que nous ne sommes pas en guerre. S'il donne des buts de guerre, le président Macron, ça voudrait dire que nous sommes en guerre. Donc, il fait attendre, je dirais, son interlocuteur sur deux points qui sont des armes lourdes, qui sont les chars lourds et qui sont les avions. Mais c'est vrai que ça ne se donne pas... les Allemands et les Américains ont annoncé des livraisons Oui, mais attendez, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va arriver au mieux à l'été ou après à l'automne, pour ce qui est de l'armement américain. Il faut former les soldats ukrainiens et ça ne se fait pas en un jour. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de substituer cet armement par un armement plus léger et des armes plus faciles de maniement. Marc Heisenberg. Question sur le papier, depuis des mois, les États-Unis comme l'Europe ont accordé des crédits militaires à envisager des armes pour des milliards et des milliards d'euros ou de dollars. Mais on se rend compte, comme vous venez de le dire, qu'un certain nombre de ces armes vont mettre plusieurs mois pour arriver. Donc est-ce que ce discours, d'un côté de ferme soutien à l'Ukraine, mais d'un autre côté d'une avancée vraiment lente sur le plan pratique, quelles sont les armes qui vont arriver, ne risque pas de mettre l'Ukraine en grand danger et que la Russie prenne un avantage décisif dans les 3 mois qui viennent? Alors, sur le terrain, vous avez raison pour deux motifs. Le premier motif, c'est que la contre-offensive ou l'offensive russe a déjà commencé. Mais elle va croître, et elle va croître en massification de la soldatesque sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va arriver très vite à ce qui est 300 000, 350 000 hommes, peut-être mal formés, mais quand vous êtes en masse, c'est énorme par rapport à un front en face qui sera beaucoup plus dispersé. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la météo risque de changer. C'est-à-dire que la fameuse boue qui va faire son entrée en jeu à la sortie de l'hiver, avec la montée des températures, ne va pas faciliter le travail, effectivement, probablement des Ukrainiens. Néanmoins, les Ukrainiens connaissent mieux leur terrain que les Russes, et donc on sait ce que ça veut dire. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu dans beaucoup de pays. L'envahisseur est rarement bénéficiaire, je dirais, des changements de terrain quand il n'est pas chez lui. Yves, une attaque massive avec des missiles et des drones kamikazes a touché ce matin plusieurs sites énergétiques en Ukraine selon l'armée locale. Et le chef de cette armée a déclaré tout à l'heure que 2 missiles de croisière russes avaient par ailleurs survolé ce matin la Roumanie, pays membre de l'OTAN, ainsi que la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. Bucarest dément cet après-midi. Pas les Moldaves qui ont convoqué l'ambassadeur de Russie. On s'approche d'une ligne rouge là ? Oui, parce que la Moldavie, c'est un
pays qui est assez particulier. D'abord, c'est un pays qui est tout petit, c'est un pays qui n'a pas de grands moyens de défense, et c'est un pays qui est occupé sur une partie de son territoire par une bande de terrain qui s'appelle la Transnistrie. Et la Transnistrie, c'est un tout petit territoire qui est à la frontière entre l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie, donc par définition, et qui est considéré comme un territoire par les Russes, un territoire qui leur est leur. Et sur ce territoire, vous avez une armée russe, financée par les Russes, et qui est armée par les Russes. Et donc, ce que on peut redouter, même si ils sont pas très nombreux et qu'ils sont pas très puissants, on peut redouter que sur l'ouest, que l'Ukraine soit prise par l'ouest, dans la région de Lviv, depuis la Transnistrie, qui est cette bande de terrain qui est considérée comme une bande de terrain appartenant encore aujourd'hui à Moscou. Merci beaucoup Yves Strèr d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon week-end. Bon week-end. Shabbat shalom.